De Fanny Tchijik et de Moïse Katumbi, abonnez-vous sur votre chaîne de Benelux TV ensemble pour la République démocratique du Congo et n'oubliez pas de mettre un j'aime pour nous encourager. Attention, attention. Sinarambo. Il a fait 4 kilomètres à pied. Sinarambo. Voilà les enjeux de cette visite. Organiser les guerres, soft power, géopolitique de chaos. On crée des guerres, les États sont affaiblis. Et ce petit Tintin qui est présent en RDC, je suis désolé hein, pour certains Congolais. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. La RDC est trop importante pour les Africains pour qu'on laisse ça à Tshisekedi, qui n'a aucune envergure, qui ne sait même pas ce qu'il fait là. Voilà un monsieur qui a cru qu'il peut, il vient des fesses des États-Unis. Il a compté sur eux, non? Mais ils l'ont livré à Kagame. Le petit État rwandais, on a livré la RDC à Kagame. Mais ça fait rire. C'est un conflit Kagame. Tshisekedi, ça fait rire. Ce sont les Américains. C'est la géopolitique des Grands Lacs. On organise le chaos. On a affaibli le principal État des Grands Lacs. Pas un petit État dirigé par un génocidaire. On a affaibli la RDC. Et les Américains viennent arbitrer. Par quoi? Les élections en 2023. Vous son discours, que, la transparence électorale en 2023. Crédibilité et transparence. Que signifie élection dans une plantation qu'on appelle RDC? C'est-à-dire que les esclaves pouvaient s'amuser, s'asseoir et élire le chef des esclaves dans la plantation. Son rôle était de s'assurer que les esclaves travaillent bien. Et qu'il n'y a pas un esclave qui s'affranchit des règles de productivité esclavagiste dans la plantation. C'est ça qu'on appelle l'élection. Les Africains sont là, ils brisent cette démocratie. Donc maintenant, pour ce Tshisekedi, il n'a qu'un souci à tête. Il s'en fout du Congo. Hein. C'est son deuxième mandat. Les Américains montent le feu. Kagame attise. Il attise. Et on dit, tu veux un deuxième mandat? Signe. Et puis on va régler ça. Signe. On ne va pas faire Kagame. On va se dire, calme-toi un peu. Comme on avait fait en 2013, Obama a gueulé, on a sanctionné, il a reculé le 1-23. Mais est-ce qu'on a jugé un seul monsieur de 1-23? Pas du tout. Est-ce que cette rébellion est terminée? Non. La même ONU qui a fait le rapport en 2013 a encore fait un autre rapport. On se moque des Africains avec les rapports. Les rapports, c'est la géopolitique. C'est pour allumer le feu, venir éteindre l'incendie et poser la facture de l'extinction de l'incendie qui est 2 fois, 5 fois, 10 fois la facture de l'allumage du feu. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce continent pour que les Africains comprennent ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Ne sont-ils pas complices finalement? Qui, les Africains? Oui. Beaucoup d'Africains sont complices. Il faut le dire. Beaucoup d'Africains sont complices. Beaucoup. Ils sont nombreux. Ils n'aiment pas le continent. Ils ont la peau noire. Ils sont très nombreux. Ils croient à la démocratie des femmes. Ils croient qu'un esclave dans une plantation peut voter son chef d'esclave. Et que c'est ça l'enjeu. On est allé couper la tête du mec. De brûler sa maison. Et l'esclave s'amuse là, à aller voter. Il va encore qu'on voit sa queue. Après, comment on dit que les Africains sont des singes, nous allons nous fâcher. Mais c'est pour ça qu'on nous maltraite en Chine un peu partout.
Pourquoi voulez-vous qu'on vous respecte quand vous vous comportez comme ça au XXIe siècle, où tous les peuples sont conscients des enjeux, mon cher Jocelyn? Oui. Pourquoi voulez-vous qu'en Chine, partout on nous respecte quand on se comporte comme ça? On regarde votre président, c'est qui? On sait ce que vous valez. Où est-ce que le monde peut parler fort à un mastodonte comme la RDC? Dites-moi comment c'est possible. Les Congolais ne comprennent pas que leur problème est ailleurs. Ils passent le temps à s'affronter. En tribu, en clan. Ils sont plus belges que congolais. Maintenant, ils sont américains. Ils ne comprennent pas ce qu'a fait. Qu'est-ce qui amène les Rwandais à croire qu'ils sont différents des Congolais? Si on veut regarder la grande géo-ethnie africaine, un Rwandais, ce n'est pas un Congolais. Hein? Totalement. Mais on a fabriqué une nouvelle race. Les géants aux yeux blonds africains. Et Kagame, il est dans ça. On appelle celui-là, ce truc-là, on appelle ça grand dirigeant. Et on veut qu'on accepte ça. Voilà ça. Blinken, depuis que les démocrates sont revenus au pouvoir, vous voyez qu'il y a le feu partout dans le monde. Mais ouvrez un peu les yeux. Mais ce sont des malades mentaux, les démocrates. Ce sont des criminels. Les Joe Biden, tous ceux-là, la chose là qui est vice-président, toutes ces racailles-là, les Macron. Mais ce sont des criminels depuis que les démocrates sont arrivés au pouvoir. Le feu s'allume partout dans le monde. Ce n'est pas le hasard. Vous voulez dorer le tapis rouge. Vous ne voulez pas vous battre contre vos ennemis. Vous adorez vos bourreaux. Vous voulez que Dieu descende du ciel pour vous aider. Il faut arrêter ça. Cette mentalité magique, il faut arrêter ça. Alors, il faut dire la vérité aux Africains. Mais quand on veut être libre, on le mérite, mon cher gosse. Il n'y a pas de liberté pour des gens qui sont heureux dans l'esclavage. Il n'y a pas de liberté pour eux. Ah oui, hein? Mais si ça continue comme ça, on viendra prendre ce continent. D'abord, le projet a arrêté. Il est même très avancé. Comment effacer les Africains de leur continent et venir s'occuper du jardin d'Éden? Parce que quand les gens ne sont pas dignes du jardin d'Éden, on les chasse de là. Exactement. On les chasse de là. Mais c'est quel comportement, c'est que ce Blinken vient en Afrique, on le reçoit. Il n'a même pas reçu un caillou. Et son avion va s'envoler là, même pas recevoir un caillou. En Afrique, alors qu'il vient vous insulter, vous narguer. Mais nous, on ne se taira pas. On va pas se taire, président. Le panafricanisme ne se taise pas. On ne se tait pas. Avec l'épée de la parole, nous relâchons nos missiles. D'annoncer, je viens de présenter une plainte à la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Bahati. Le premier point, vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs de la presse, ça fait 2 ans, jour pour jour, donc depuis avril 2021, que le président Bahati, en complicité avec le procureur général Jean-Paul Moukolo Nkonkesha, se permettent de fouler aux pieds la Constitution de la République, qui est au-dessus de tout le monde. Se permettent de fouler aux pieds toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Le règlement intérieur du Sénat, il est foulé aux pieds, tout simplement parce qu'on veut éliminer un candidat président de la République. Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, que le président du Sénat a choisi son candidat. Ce n'est pas un secret, les affiches sont partout dans la ville où il est clair indiqué le candidat du président du Sénat et de la FDC, c'est le président Tshisekedi qui est le président en fonction. Comment pouvez-vous concevoir que le président du Sénat qui a déjà choisi son candidat, quand on choisit son candidat, c'est pour qu'il échoue? Non, c'est pour qu'il réussisse. Moi, je suis candidat, président de la République, et on comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Bahati. C'est dans le but de m'éliminer comme candidat et de laisser son candidat. Malheureusement, ce qui est dangereux pour lui, c'est que la population congolaise ne comprend pas comment est-ce qu'un président du Sénat, qui est censé être neutre vis-à-vis du candidat président, utilise la Constitution, utilise l'institution Sénat, utilise le bureau du Sénat
pour écarter un candidat président. Et ça, je ne pense pas qu'il faut aller à l'université pour comprendre que le président du Sénat aujourd'hui est juge et parti. Et à ce titre-là, il ne peut plus poser des actes en faveur ou contre un candidat du président que je suis. De ce fait, je suis venu déposer la lettre pour récuser le président du Sénat, qui est d'ailleurs, vous le savez, membre du présidium de l'Union sacrée. L'Union sacrée qui a déjà choisi son candidat et pour lequel lui il se bat. Je récuse aussi l'ensemble du bureau du Sénat, qui est en fait un bureau aussi de l'Union sacrée, vous le savez. Et donc, de ce fait, à partir d'aujourd'hui, je retire toute ma confiance du président du Sénat et de son bureau. C'est dommage, c'est historique, c'est pour la première fois que cela arrive dans ces pays depuis 1960, mais ça fait 2 ans que je supporte cela, mais je crois que le président du Sénat estime que le Sénat est devenu son institution et qu'il peut se comporter en dehors de la loi. Mesdames et messieurs de la presse, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la Constitution de la République. Mais le président du Sénat, il foule aux pieds les règlements intérieurs du Sénat, il foule aux pieds la Constitution parce qu'il faut condamner Matata, il faut le mettre en prison pour que son candidat passe. Mais pourquoi lui, le président du Sénat, il a peur? Pourquoi a-t-il peur? Pourquoi doit-il utiliser l'institution? Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, dans ce Sénat ici, la plénière s'est prononcée contre la poursuite judiciaire contre M. Matata. Vous le savez, non? Ce n'est un secret pour personne. Vous pouvez vous imaginer le président du Sénat en complicité avec le procureur général s'arrange quand on ferme le Sénat le 15 juin, le 16 juin, son ami personnel vient déposer la lettre pour qu'on lève les immunités de M. Matata. Est-ce que ça, c'est encore un Sénat? Ce n'est plus un Sénat. Ce n'est plus un Sénat et on ne peut pas avoir un président du Sénat qui est pour une partie et contre une autre partie. D'abord, vous le savez, l'une des missions du président du Sénat, c'est de protéger l'ensemble des sénateurs. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est d'attaquer un sénateur. Mais lui, quand il était ministre dans mon gouvernement, moi, je l'ai protégé. C'est même bien moi qui l'ai accepté dans son gouvernement, dans ce gouvernement-là. Parce qu'on ne voulait pas de lui, pour des raisons que vous connaissez. Personne ne voulait de lui. Parce que j'étais chef du gouvernement, je l'ai accepté. Et je peux même vous dire, tous les actes qu'il a posés, mais certains d'entre eux étaient de mauvaise gouvernance. Et je peux les témoigner. Mais quel est le jour où vous avez entendu le Premier ministre Matata agir contre le ministre Bahati? Mais il a tout oublié. Deuxième point, mesdames et messieurs de la presse. Je viens de porter une plainte. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Je viens de déposer au parquet près la Cour de cassation un dossier contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Si cette justice, dont il se vante en complicité avec le procureur général près la Cour constitutionnelle, est juste, nous allons voir comment le procureur, près la Cour de cassation, va initier ce dossier pour que nous tous nous sachions l'évolution de ce dossier. Monsieur Bahati Lukwebo tombe sous les coups de l'article 180 du Code pénal qui exige à ce que toute personne exerçant les charges publiques ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Il n'est plus à démontrer. Depuis 2 ans, il viole la Constitution, il viole le règlement intérieur, il s'arrange en complicité avec le procureur général pour pouvoir attendre que la session, la plénière aille en congé, qu'il pose des actes qui sont inacceptables de la hauteur d'un président du Sénat. On appelle ça, mesdames et messieurs, la chambre des sages. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages tricher? Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages frauder? Mais c'est inacceptable. Lorsque on prostitue une institution comme le Sénat, c'est inacceptable. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, les 2 points que j'avais à vous communiquer. Je vous remercie.